le mode d'action des vitamines. Donc, nous allons voir le mode d'action des vitamines, d'abord hydrosolubles et après liposolubles. Nous allons commencer par les vitamines hydrosolubles, le cas de la vitamine C ou acide ascorbique. Alors, la vitamine C agit par des échanges d'électrons et des réactions d'oxydation-réduction, c'est-à-dire qu'il a la capacité de céder des électrons ou bien de les accepter. C'est ce qu'on appelle donc des réactions d'oxydation-réduction. Alors, l'acide ascorbique ou vitamine C peut se transformer en acide dihydroascorbique, c'est une autre forme de la vitamine C, ou en acide semi-hydroascorbique. Donc, ce sont donc trois configurations de la vitamine C. Alors aussi, en raison de sa capacité à échanger les électrons, donc la vitamine C a donc un pouvoir antioxydant important parce qu'elle permet donc de neutraliser les électrons libres d'oxygène. Et ceci donne à la vitamine C le rôle de pouvoir conserver l'intégrité des membranes. Et donc, la vitamine C aussi joue le rôle donc, comme cofacteur des réactions d'hydroxylation, c'est-à-dire d'ajout d'un OH. C'est le cas, par exemple, de l'hydroxylation de la proline en hydroxyproline. Donc, l'hydroxyproline est un acide aminé principal de la collagène, protéine collagène, et ceci grâce à une prolyl hydroxylase. Cette prolyl hydroxylase, elle est activée par la vitamine C, c'est-à-dire que sans la vitamine C, il n'y aura pas d'hydroxylation de la proline et donc il n'y aura pas d'hydroxyproline qui est un acide aminé principal de la protéine collagène. Enfin, la vitamine C active plusieurs voies métaboliques, notamment au niveau du tissu conjonctif. Donc, c'est le cas de la synthèse de collagène et pour les vaisseaux sanguins, donc la synthèse des globules rouges. Maintenant, nous allons voir la vitamine B. En général, les vitamines B, parce qu'il y a un groupe de vitamines B, donc les vitamines B, ce sont les précurseurs des coenzymes. Les vitamines B sont donc indispensables aux réactions enzymatiques et du coup, ils sont impliqués à plusieurs niveaux du métabolisme énergétique, notamment au niveau du cycle de Krebs. On va commencer par la vitamine B2 ou riboflavine. Donc, comme rôle général, la vitamine B2 est le précurseur des coenzymes d'oxydoréduction, notamment flavine adénine dinucléotide et flavine mononucléotide, FMN. Et ces deux coenzymes interviennent dans le catabolisme énergétique. Il faut revenir à votre cours sur le cycle de Krebs pour voir le rôle de la FAD et de la FMN. Comme rôle biologique, la vitamine B2 intervient dans les réactions redox et le transport d'électrons dans le cycle de Krebs, dans la chaîne respiratoire, dans la bêta-oxydation des acides gras, dans le catabolisme des acides aminés, etc. Donc, elle est aussi le cofacteur des déshydrogénases, comme la succinate déshydrogénase. Un autre rôle de la vitamine B2, c'est qu'elle participe à rendre actifs B6 et B9. Et aussi, elle a un rôle de cofacteur de la glutation réductase, qui est importante pour la défense antioxydante. Et enfin, la riboflavine permet la synthèse des purines, des bases purines. Donc, ce sont les bases qui entrent dans la structure de l'ADN et de l'ARN. Donc, elle permet la transformation de l'hypoxanthine en xanthine. Pour la nicotinamide ou vitamine PP ou B3, ou encore appelée niacine. Donc son rôle biologique, c'est que cette enzyme participe aux réactions d'oxydoréduction et elle est le précurseur des coenzymes d'oxydoréduction, notamment la NAD+, et la NADP.
Alors, on sait que le NAD, c'est un accepteur de protons H+ et d'électrons, et il est impliqué dans le catabolisme énergétique mitochondrial, c'est-à-dire que les H+ vont être source d'alimentation de la glycolyse, la bêta-oxydation et le cycle de Krebs. Donc, il faut revenir à votre cours sur les macronutriments pour donc voir un peu le rôle de ces coenzymes. Pour le NADH, H+, c'est un donneur de protons H+ et d'électrons. Et donc, il donne les électrons au niveau de la chaîne respiratoire, donc mitochondriale, pour donc la synthèse de l'ATP. Et aussi, il possède un pouvoir réducteur important, donc c'est un antioxydant. Pour le NADP, NADPH, c'est un couple d'oxydoréduction cytoplasmique et il a un rôle de donneur de protons H+ dans les réactions de l'anabolisme telles que la biosynthèse d'acides gras ou de cholestérol. Là aussi, il faut revenir à votre cours sur l'anabolisme des acides gras. La NADP, NADPH protège aussi la cellule du stress oxydant et protège les membranes en participant à la régénération du glutathion réduit. Donc, on sait que le glutathion, on sait que la forme réduite du glutathion, c'est la forme donc, qui est efficace pour la neutralisation des radicaux libres. Et la régénération de la NADPH, elle est possible par voie des pentoses. Alors, d'une manière générale, les couples NAD+, NADH, H+, et le couple NADP, NADPH est le reflet de l'équilibre redox de la cellule, c'est-à-dire ce sont eux qui permettent à la cellule donc d'avoir son équilibre redox. La vitamine B9 ou acide pantothénique, son rôle biologique, c'est qu'elle est le précurseur de l'acide carrière protéine qui est impliqué dans la synthèse des acides gras. Et elle a aussi un rôle de précurseur de coenzymes et participe donc à la formation d'intermédiaires métaboliques activés, et ceci bien sûr par formation de liaisons thiostères, comme l'acétyl-CoA, malonyl-CoA, acétyl-CoA, propionyl-CoA et succinyl-CoA. La vitamine B8 ou biotine, son rôle biologique, c'est qu'elle est le coenzyme des carboxylases en général, donc la pyruvate carboxylase qui est impliquée dans la néoglycogénèse via l'oxaloacétate. Elle est le coenzyme aussi de l'acétyl-CoA carboxylase qui est impliqué dans la synthèse des acides gras, surtout l'anabolisme des acides gras. Elle est aussi le cofacteur de la propionyl-CoA carboxylase impliqué dans l'anaplérose, c'est-à-dire la synthèse des intermédiaires métaboliques du cycle de Krebs. Aussi, c'est le coenzyme de la propionyl-CoA, méthylmanonyl-CoA et du succinyl-CoA. Aussi, c'est le cofacteur de la bêta-méthylchlorotyl-CoA carboxylase impliqué dans le catabolisme de la leucine, et ceci pour la synthèse de l'acétyl-CoA et des corps cétoniques. Alors, le métabolisme de la vitamine B8, c'est que la biotine, elle est majoritairement absorbée sous forme liée à d'autres protéines, d'accord, notamment sous forme de biocytine, c'est-à-dire la biotine liée au résidu lysine. Et au niveau de l'intestin, il y a la présence d'une biotinidase qui est donc responsable de rompre la liaison covalente pour libérer la biotine. Alors, au niveau de l'absorption, au niveau intestinal, donc c'est un transport actif NA-dépendant. Et pour sa distribution, donc la vitamine
la vitamine B8 sera ensuite distribuée un peu partout dans les tissus. Maintenant, le cas des vitamines liposolubles. Donc, leur absorption, donc, elle dépend des cellules biliaires et des lipides alimentaires. Donc, ils doivent être émulsionnés et former des micelles. Leur rôle et leurs mécanismes sont assez variés. Ils peuvent être des facteurs de transcription, le cas de la vitamine A et la vitamine D. Ils peuvent être des hormones, c'est le cas de la vitamine D. Ils peuvent jouer le rôle d'antioxydants, c'est le cas de la vitamine A et la vitamine E. Et ils peuvent être des cofacteurs enzymatiques, c'est le cas donc de la vitamine K pour donc la stimulation de la fibrine. Alors, on va commencer par la vitamine A au rétinol. Elle est donc issue du bêta-carotène, donc deux rétinols assemblés l'un à l'autre. Et donc, les rétinols font partie de la famille des rétinoïdes. Pour le métabolisme, alors le métabolisme, le rétinol est un facteur de transcription. Donc, il va jouer son rôle. Il doit d'abord être internalisé dans la cellule et il va donc jouer son rôle au niveau du noyau. Donc, il doit rentrer et pénétrer dans le noyau pour jouer son rôle donc de régulateur de la transcription, donc en interagissant avec l'ADN. Alors, dans la cellule, le rétinol va se lier à la CRPP, Cellular Retinal Binding Protein, pour former l'acide tout-trans-rétinoïque. Et cet acide rétinoïque va ensuite se lier à la CRABP, c'est-à-dire Cellular Retinoic Acid Binding Protein, et l'ensemble va pénétrer dans le noyau. Maintenant, une fois dans le noyau, l'acide rétinoïque va pouvoir se fixer sur deux types de récepteurs. Et une fois le ligand fixé, ces récepteurs vont se dimériser, c'est-à-dire ils vont se dédoubler, et l'ensemble ligand-récepteur va pouvoir donc réguler la transcription en interagissant avec l'ADN. C'est le rôle d'ailleurs du facteur de transcription. Alors pour les fonctions biologiques de la vitamine A, d'abord au niveau de la vision, la vitamine A synthétise à partir du 11,6 rétinal la rhodopsine, et ceci au niveau des cellules en bâtonnet qui permettent la vision crépusculaire. Et donc, la vitamine A synthétise aussi l'iodopsine qui se trouve donc au niveau des cellules en cône et qui permet de voir les formes et les couleurs, donc la vision des formes et des couleurs. Alors, au niveau immunitaire, donc la vitamine A agit pour la prolifération des lymphocytes et aussi pour la synthèse des immunoglobulines. Donc, elle est très importante pour la lutte antivirale et antimicrobienne. Au niveau de la peau, la vitamine A est impliquée dans le renouvellement et la différenciation cellulaire, aussi dans la photoprotection et dans la cicatrisation. Elle peut jouer aussi le rôle d'antioxydant, d'ailleurs c'est le cas des caroténoïdes en général, et aussi au niveau de la reproduction, elle permet la spermatogénèse chez l'homme et le développement embryonnaire et fœtal, donc chez la femme en gestation. La vitamine D, elle est issue de la famille des stéroïdes. Donc, ces dérivés hydroxylés sont les hormones régulatrices de l'homéostasie phosphocalcique. Donc, elles jouent donc le rôle d'hormone en régulant donc l'équilibre cellulaire du calcium et du phosphore. Son mode d'action, elle va interagir avec un récepteur nucléaire parce que c'est un stéroïde afin de moduler l'expression génique. Donc le calcitriol agit à plusieurs niveaux et au niveau de plusieurs tissus.
notamment au niveau de l'intestin, il stimule l'absorption du calcium. Au niveau du rein, il stimule la réabsorption du phosphore et du calcium. Et au niveau de l'os, il favorise la minéralisation osseuse. Pour la vitamine E ou tocopherol, du point de vue structural, les tocophérols possèdent 3 carbones ainsi qu'un noyau chromanol et une chaîne isoprénique. Et il existe plusieurs stéréoisomères dont la majorité sont de la forme RRR. Pour leur mécanisme d'action, la vitamine E a un rôle d'antioxydant qui permet la protection contre l'inflammation. Elle protège les membranes cellulaires ainsi que les lipides, les bases nucléiques, ADN et ARN et les protéines. La vitamine E va donner un électron pour neutraliser les radicaux libres, puis elle va être régénérée par la vitamine C. Donc, pour le rôle biologique, donc comme vu précédemment, la vitamine E est très importante dans des conditions du stress oxydant, donc c'est un antioxydant puissant, mais elle possède aussi également des rôles non antioxydants, et ceci en interagissant avec des enzymes, des protéines de transfert ou bien de transport, donc un peu dans les deux. Pour la vitamine K, alors au quinone, son rôle et son mécanisme d'action. D'abord, la vitamine K active certaines enzymes de la coagulation, que l'on appelle les facteurs de coagulation vitamine K dépendants. C'est le cas des facteurs 2, facteurs 7, facteurs 9 et 10, qui sont donc des proenzymes sérine protéase. Alors, la vitamine K permet leur activation en participant à la gamma-carboxylation de leur résidu glutamate. Et l'activation des facteurs de coagulation vitamine K dépendants permet la fibrinoformation, c'est-à-dire la formation de la fibrine. Et la fibrine, c'est une protéine qui permet la coagulation du sang. Par exemple, au moment d'un accident, donc d'une hémorragie, s'il n'y a pas donc la fibrine, donc il n'y aura pas donc d'arrêt d'hémorragie et donc il n'y aura pas donc de coagulation de sang. Cette vitamine a aussi une action antagonisme à la fibrinoformation, c'est-à-dire qu'elle participe à l'inhibition de la fibrinoformation, et ceci en activant des protéines C et S qui sont des inhibiteurs de la fibrinoformation. Alors, le tableau suivant donc explique, vous donne le nom des vitamines, leur nature lipo ou hydrosoluble, leur rôle, la quantité quotidienne qu'il ne faut pas donc dépasser, et les aliments qui sont riches en ces vitamines. Donc il suffit de lire attentivement le tableau pour voir un peu ces informations. Alors, pour les oligo-éléments, en général, les oligo-éléments sont des minéraux, zinc, cuivre, iode, sélénium. Ils sont présents dans l'organisme en petite quantité inférieure à 1 mg par kilogramme. Les oligo-éléments ont la capacité de se fixer sur les protéines et de modifier leurs propriétés. Ils sont très essentiels à l'organisme, mais ils sont toxiques à moyenne et à forte dose. Donc, il faut toujours faire attention en prenant donc ces oligo-éléments, notamment le cas du zinc, du cuivre, etc., comme supplément alimentaire. Il ne faut pas le prendre sans avis médical et sans besoin. Alors, les oligo-éléments essentiels sont
très très important et leur rôle n'est détectable comme cas de carence. C'est le cas de l'iode, du cuivre, du zinc, du sélénium, du chrome, du molybdène, etc. Alors, le mode d'action des oligoéléments. Les oligoéléments peuvent agir par différents mécanismes. D'abord par liaison métal-protéine, c'est-à-dire en se liant à une protéine, et ceci grâce à des liaisons ioniques ou à des liaisons de coordination. En étant des cofacteurs d'enzymes, ils permettent leur changement de conformation et modulent donc la vitesse de réaction, parce que ce sont des cofacteurs, donc c'est des activateurs des réactions. Et donc, du coup, ils ont une grande place dans le métabolisme des macronutriments. Exemple, le zinc, qui fait partie donc de la structure de 200 métalloenzymes. Donc, les métalloenzymes, ce sont des enzymes ayant un ou plusieurs ions métalliques associés à leur structure protéique. Et ces ions métalliques sont essentiels à leur activité catalytique et aussi au maintien de leur structure qui peut être tridimensionnelle ou bidimensionnelle. Alors, les oligoéléments peuvent agir aussi en participant à la structure des vitamines. C'est le cas du cobalt qui rentre dans la structure de la vitamine B12. En participant à l'expression des signes hormonaux, donc dans ce cas, ils peuvent être des cofacteurs d'enzymes de synthèse d'hormones. C'est le cas donc du zinc dans le métabolisme de la testostérone et des prostaglandines. Les oligoéléments peuvent participer à la structure moléculaire de l'hormone. C'est le cas de l'iode qui entre dans la composition des hormones, la composition bien sûr structurale des hormones thyroïdiennes. Les oligoéléments peuvent aussi participer à la fixation de l'hormone à son récepteur, d'accord ? Et c'est le cas des récepteurs en doigt de zinc, qui sont donc des récepteurs soit des glycocorticoïdes, soit d'oestrogènes, soit de la vitamine D, etc. Donc schématiquement, nous avons une protéine en doigt de zinc, donc au niveau donc, des molécules de zinc, donc il peut y avoir ouverture de la double hélice pour permettre l'interaction avec l'ADN pour donc la protéine peut jouer donc son rôle de facteur de transcription. Donc, ils peuvent aussi faire partie des récepteurs des stéroïdes, c'est le cas de l'acide rétinoïque, et aussi ils jouent donc le rôle du zinc dans la prolifération et la différenciation cellulaire, c'est donc le cas des hormones thyroïdiennes. Alors, les oligoéléments peuvent aussi jouer le rôle de régulateur de stress oxydant. C'est-à-dire que les oligoéléments vont participer au mécanisme de lutte contre les radicaux libres, en étant bien sûr des cofacteurs de certaines enzymes endogènes, donc c'est-à-dire qui est synthétisé au niveau de notre corps. C'est le cas de la superoxydase dismutase, donc dont le cofacteur est le zinc, le cuivre et le manganèse. Pour la catalase, donc dont le cofacteur est le fer, ou le glutation réductase, donc dont le cofacteur est le sélénium. Donc, vous avez donc un schéma devant vous, donc où les radicaux libres donc qui sont donc des espèces toxiques et qui doivent être éliminées grâce aux enzymes, notamment la superoxydase dismutase, la catalase et le glutation réductase. Et donc, ces enzymes, pour qu'ils puissent neutraliser ces radicaux libres, il faut donc qu'ils soient activés par donc les molécules de zinc, de cuivre, de manganèse, de fer et de sélénium. Alors, pour le métabolisme
des oligo-éléments. Donc pour leur absorption, les métaux vont être liés aux protéines ou complexés à des molécules organiques. Il s'agit donc ici d'un phénomène d'hôte vecteur où l'oligo-élément va se lier à une molécule vectrice pour être absorbable. Donc pour le transport, soit donc ils vont être complexés à des petites molécules comme les acides aminés ou les vitamines, soit fixés à des protéines non spécifiques. C'est le cas donc de la fixation à l'albumine, soit à des protéines spécifiques. C'est donc le cas de la transférine, la transcobalamine, donc pour le transport du cobalt, la transférine pour le transport de fer et la nickéloplasmine pour le transport du nickel. Pour le stockage, les oligo-éléments et le plus souvent le stockage des oligo-éléments est souvent hépatique. Étant donné que les oligo-éléments sont à forte dose, ils sont toxiques, donc ces derniers doivent être stockés dans la cellule par des protéines spécifiques. C'est le cas donc de la ferritine pour le fer. Par exemple, le fer, quand il est stocké au niveau de notre organisme, son stock, c'est la ferritine, donc sous une autre forme qui est la ferritine pour ne pas donc être nocif pour l'organisme, parce que les métaux, ils sont nocifs quand ils se trouvent en état libre. L'excrétion des oligo-éléments est majoritairement biliaire. Et donc, dans la plupart des cas, les oligo-éléments possèdent un cycle entérohépatique, c'est-à-dire qu'ils peuvent, une fois arrivés au niveau de l'intestin, ils peuvent retourner donc au foie pour, donc soit ils sont stockés, soit ils participent donc au métabolisme. Et d'ailleurs, ce type d'excrétion, c'est-à-dire l'excrétion biliaire, a un risque de toxicité car il y a très peu d'élimination par le fait que donc ces éléments, ces oligo-éléments subissent le cycle entérohépatique. Aussi, donc, il peut y avoir donc des troubles, des carences aussi en cas de troubles digestifs. L'excrétion peut également être urinaire, mais uniquement quand les métaux sont séquestrés ou emprisonnés dans d'autres vitamines qui sont donc hydrosolubles. C'est le cas donc du cobalt qui est donc séquestré dans la vitamine B12. Donc les oligo-éléments ne sont jamais éliminés sous formule, ils vont être donc combinés à d'autres éléments. Le tableau pour les micronutriments, c'est exactement comme pour les vitamines. Nous avons le nom de l'élément, nous avons son rôle, nous avons la quantité quotidienne et les aliments qui le contiennent. En conclusion, les micronutriments sont donc essentiels à l'organisme, bien sûr, à faible dose. Leurs rôles biologiques sont très divers, donc ils ont des rôles cellulaires, des rôles physiologiques à l'échelle donc de l'organisme entier. Alors leur importance, elle est observée et mise en évidence en cas d'état de carence, c'est-à-dire lors de la malnutrition, malabsorption due à une atteinte intestinale. Là, donc, ça peut générer donc des maladies très graves. Alors, certains organes sont particulièrement sensibles aux carences des micronutriments, notamment au niveau dermatologique, c'est-à-dire la peau, qui est en carence de vitamines et d'oligo-éléments. Elle peut donc être détériorée ou donc il peut y avoir apparition donc de maladies dermatologiques, etc.
aussi la lignée érythroïde, c'est-à-dire la synthèse des globules rouges. Donc, en cas de manque, par exemple, de fer, il peut y avoir donc l'anémie, qui est donc une maladie qui s'exprime par une fatigue, par un manque de globules rouges, par un manque d'oxygénation tissulaire, etc. Aussi au niveau donc neurologique, c'est le cas de la vitamine A, du groupe des vitamines du groupe B, les vitamines C, D et E. Alors, les micronutriments sont bien impliqués dans le stress oxydant avec la superoxydase dismutase, donc qui est stimulée par le cuivre, le zinc et le manganèse et catalase à faire le glutathion peroxydase qui est donc catalysée par le sélénium, mais aussi avec la vitamine C, les coenzymes réduite NADH, NADPH, la vitamine E, les 4-aroténoïdes, c'est-à-dire les vitamines A, et la vitamine B2. Il existe un certain nombre de pathologies qui sont liées aux micronutriments, notamment la malabsorption des lipides, donc qui peut générer donc des maladies très graves, notamment maladie de Crohn, maladie de cœliaque, la pancréatite, etc. Le diabète lié au stress oxydant implique plusieurs micronutriments, notamment le vanadium, le chrome, le manganèse, le zinc, le sélénium, le cuivre, le manganèse et les vitamines E, C, PP et B2. Aussi le magnésium. Voilà.